Bonjour à vous et bienvenue, c'est JC des Alexiens. Nous testons pour vous un produit connecté qui sort de l'ordinaire car vraiment dédié à un sport. Il s'agit d'un radar d'analyse portable, analyse de swing, donc dédié au golf. Ce Garmin Approach R10, c'est son nom, est un excellent complément de gamme à la montre connectée de la même gamme, la Approach S70 de la marque, que nous avons testé il y a peu. Je vous renvoie d'ailleurs vers le test écrit et la vidéo YouTube que nous avons fait. Et comme ce test vous a plu, il nous a semblé très intéressant de pouvoir vous présenter ce produit complémentaire et tout autant connecté. Vous pouvez le trouver environ 599,99 €. Ça paraît cher, mais il faut savoir que pour certains produits du même type, fixe il est vrai, il vous faudra débourser à peu près 30 fois plus. Ça veut dire que là, dans ce niveau de prix, on est sur l'un des produits les moins chers du marché. Et on va voir si malgré ce prix d'entrée de gamme, entre guillemets, ce radar R10 va apporter une valeur ajoutée réelle à ceux qui veulent améliorer leur swing, leur approche, leur précision, leur contact et leur régularité d'une manière générale. Au niveau des caractéristiques, déjà, pour commencer, vous voyez qu'il est livré dans une espèce de petite housse semi-rigide. Le dessus est dur, là sur les côtés c'est un peu plus souple. C'est en simili-cuir, c'est plutôt sympa. Et on va trouver à l'intérieur le radar en tant que tel. Donc le R10 qui est ici, on le verra en détail tout à l'heure. Ici, nous avons un trépied magnétique pour pouvoir le mettre en place. Et là, vous avez un câble de chargement. Il n'y a pas le chargeur en tant que tel. Donc, de toute façon, maintenant, c'est interdit. Et vous avez ici, vous voyez, un système de fixation qui va être utilisé pour pouvoir venir y mettre votre téléphone portable. Vous pouvez l'attacher là. Et ici, vous pourrez mettre le tout sur votre sac ou le chariot quand vous êtes au practice. Et voilà le radar en tant que tel. Donc il est relativement petit, comme vous pouvez le voir. Il va faire environ 8,85 cm de largeur, une hauteur de 7 cm et une profondeur de 2,5 cm. Et il pèse 148 grammes. Donc franchement, c'est très très léger. C'est pas ça qui va vous embêter dans votre sac de golf. Il va y avoir plus lourd de balles quasiment. Il est fait en plastique ABS parce qu'il va résister aux intempéries. Il est IPX7, donc vous pouvez tout à fait vous en servir à l'extérieur et à l'intérieur. Il est d'ailleurs fait pour ça. Il est portable, très léger, donc vous le prenez. Soit vous le mettez à demeure chez vous, je sais pas, dans votre garage et vous mettez un filet devant, on verra comment faire tout à l'heure. Soit vous l'emmenez sur le practice et vous pouvez le mettre soit en practice couvert sur des tapis ou même directement sur l'herbe si vous voulez faire du practice sur gazon. Le devant, c'est en polycarbonate et c'est là qu'il va y avoir le système de mesure. Bon, il n'y a pas trop d'informations dessus. En général, les radars, c'est soit de l'ultrason, soit du laser, soit un effet Doppler, soit un mélange de l'ensemble. Vous voyez sur l'arrière qu'il y a plusieurs zones. Ici, c'est le bouton pour pouvoir l'allumer ou l'éteindre. Vous appuyez 2 secondes pour le mettre en mode appairage. Vous appuyez 1 seconde pour l'éteindre. Un appui bref pour l'allumer. Et la LED ici va vous donner le statut. Vous avez à cet endroit-là la zone où vous viendrez mettre le trépied. Vous voyez, c'est magnétique. Vous avez ici le cache pour pouvoir venir le charger avec le micro USB, le câble qu'on a vu tout à l'heure qui fait 50 cm. Et là, c'est pas anodin, c'est la marque d'alignement. Parce que pour que le radar puisse être précis, il va falloir savoir dans quelle direction il doit, entre guillemets, regarder et mesurer. Donc à partir de là, cette mire, cette ligne, vous viendrez la mettre sur une ligne imaginaire qui passera du radar R10 à votre TI et à la zone où vous voulez taper. Donc le plus simple dans ce cas-là, si vous êtes sur un practice, ça va être de viser un des panneaux de distance. Mais c'est très important, on reviendra dessus. Sur le devant, donc ça c'est la zone de capture, vous avez ici une LED qui vous donnera le statut d'appairage avec votre téléphone portable parce que bien entendu, comme il est connecté, il faut bien qu'il soit relié à quelque chose. Pour le poser, c'est très simple. Voilà, vous faites ça, vous ouvrez le trépied et voilà, ça y est, il est en place. Vous visez bien, comme on l'a vu tout à l'heure, l'endroit où vous souhaitez tirer pour que le résultat soit représentatif et ça vous a pris 5 secondes. Une fois qu'il est sur son trépied, il va faire 14 cm de haut, il va peser 221 grammes. Pour pouvoir l'installer quand vous serez au practice ou même si vous le laissez en fixe derrière un tapis ou autre, il faut que vous le mettiez entre 1,80 m et 2,40 m maximum du tee, de là où vous allez taper. Si vous utilisez un filet de practice ou un écran, c'est-à-dire que vous allez mettre quelque chose devant, ça c'est en général quand vous vous entraînez à l'intérieur, il faut que ce filet soit mis au minimum à 2,40 m du tee, car c'est sur cette distance-là que vont se faire les mesures. Donc vous voyez que ça
veut déjà dire que vous pouvez l'utiliser en intérieur, en extérieur, à demeure même si vous souhaitez, avec un écran, et vous pourrez vous en servir toute l'année à domicile, d'autant qu'on va voir qu'en plus, que non seulement il va vous permettre de vous améliorer, mais en plus il est ludique, car vous pourrez jouer également avec. Il faut savoir qu'il va mesurer une vingtaine de métriques, une vingtaine de variables. Ça va être plusieurs vitesses, comme la vitesse de la tête de club à l'impact, la vitesse de la balle. Il va également vous mesurer plusieurs angles. Il va également vous détecter la direction du tir. Vous mesurez les rotations verticales, les rotations horizontales de la balle, la distance bien entendu, la hauteur la plus haute lors du vol de la balle, la déviation que vous pouvez avoir lors de votre tir, à droite ou à gauche. On va revenir sur ces différentes variables lors du test avec des exemples plus précis en expliquant à quoi ça correspond. Au niveau des précisions, pour tout ce qui va être vitesse du club, on est à peu près sur des précisions à plus ou moins 4,8 km/h. Pour la vitesse de la balle, c'est plus ou moins 1,6 km/h. Pour les distances, ça va dépendre. La distance au carré ou la distance totale, c'est plus ou moins 4,5 mètres. Pour la hauteur, c'est plus ou moins 1,5 mètres. Et au niveau des angles, on va être à plus ou moins 1 degré pour l'angle de tir ou la direction de la balle. Pour tout ce qui va être angle de la face du club, c'est plus ou moins 2 degrés. Pour la trajectoire du club, c'est plus ou moins 4 degrés. Et pour l'angle d'attaque, c'est plus ou moins 3 degrés. On est quand même pour le coup sur des valeurs qui sont relativement intéressantes et une précision qui, pour le prix et la taille du produit, sont quand même plutôt bonnes. Mais ça ne va pas s'arrêter là parce qu'il va vous proposer des choses supplémentaires. Il y a en effet plusieurs activités qui sont gérées, comme le mode practice. C'est le mode que vous allez utiliser le plus souvent. Vous avez là aussi plusieurs types de mode practice. Il y a des types du genre driving range, d'autres qui vont vous permettre de jouer sur la précision. Également fourni, vous avez un simulateur de golf. Vous avez le choix en fait entre 43 000 parcours du monde entier sur lesquels vous allez pouvoir venir jouer grâce au R10. C'est comme si vous aviez un jeu vidéo, vous sélectionnez, vous téléchargez le parcours sur lequel vous voulez jouer et à partir de là, vous lancez, vous vous mettez en position pour swinger et vous tapez des balles en étant sur un practice, sauf que ça vous donne l'impression de jouer à Augusta par exemple ou au golf national. C'est vraiment bien fait. Attention par contre pour cela, il faut que vous ayez l'abonnement à l'application Garmin Golf et c'est 9,99€ par mois ou 99,99€ pour l'année. Donc oui, c'est encore un abonnement et c'est bien dommage. La fonction practice, elle, est gratuite. Vous avez également la possibilité avec ces simulations de golf de faire des tournois hebdomadaires sur des parcours du PGA par exemple. Il y a également des applications et des jeux de golf qui sont compatibles avec ce produit. Vous avez également des statistiques club par club et ça c'est la grande valeur ajoutée de la fonction practice. Et avec l'application Garmin Golf, vous pouvez également enregistrer vos swings et les archiver en illimité. C'est pour cela, comme on l'a vu tout à l'heure, que vous avez ce support qui est fourni et que vous viendrez mettre sur votre sac ou le chariot en visant en fait la zone où vous tapez avec la caméra frontale de votre smartphone. Vous pouvez l'utiliser en intérieur et en extérieur, on l'a vu, de moins 10 à plus 55 degrés, donc il y a des chances que ça couvre à peu près toutes les plages d'utilisation. IPX7, donc il résiste à l'humidité et à l'eau, donc même s'il y a une petite brume, pas de problème, vous pouvez y aller. Et il y a une batterie lithium-ion, d'où le système de recharge qu'on a vu, qui va lui permettre de tenir jusqu'à 10 heures. Donc là, c'est pareil, vous pouvez tout à fait vous faire une simulation de golf sur un 18 trous sans aucun problème. Au niveau d'utilisation, il faudra utiliser un smartphone Apple ou Android et il faudra télécharger l'application Garmin Golf parce qu'il va s'installer via cette application et sera utilisable via cette application. On va voir ça tout de suite. Pour l'installation, c'est très simple en fait. Il faut aller dans l'application Garmin Golf. Vous avez bien entendu déjà un compte et vous ajoutez un appareil. Donc quand vous allez dans la sélection des appareils, vous avez le R10 qui apparaît. Si vous avez déjà un appareil Garmin, il faut aller dans mes appareils et là vous pouvez en ajouter un autre. Si c'est la première fois, vous avez directement ajouté un appareil. Là, il faut attendre un petit peu, ça va le rechercher une fois que vous appuyez sur rechercher. Et si nécessaire, vous pouvez même aller dans vos paramètres pour pouvoir activer le Bluetooth, etc. si ce n'est pas fait. Là, il faut venir appuyer sur le Approach R10 et suite à ça, accepter la demande de connexion. À partir de là, ça va se faire relativement vite. C'est vraiment un appairage en Bluetooth sans aucun problème. Vous voyez, le démarrage de la configuration et puis en quelques secondes, tout est fait. Donc c'est vraiment pas quelque chose qui va vous poser de soucis. Et pour l'utilisation d'une manière générale, ça va le reconnecter automatiquement en Bluetooth. Et voilà, ça prend que quelques secondes, comme quand vous vous connectez avec une montre connectée, par exemple, quelque chose comme ça. Et là, vous avez ensuite accès à toutes les possibilités offertes par le R10, comme les simulations de golf, le practice, etc. et l'abonnement Garmin.
Vous avez pu voir que l'installation se fait sans aucun problème. Donc maintenant, on va aller le tester sur le terrain. On reviendra ensuite pour pouvoir expliquer plus en détail les différentes métriques qui sont suivies. Pour tester le R10, nous allons le faire en situation sur le driving range, le practice du golf du Bois-Guy situé à côté de Fougères. Donc l'intérêt, c'est que comme quasiment tous les practices, il a à la fois des zones de practice couvertes sur tapis qui vont vous permettre de pouvoir travailler sur la longueur, le contact, etc. Donc ça, c'est la zone privilégiée en fait pour le R10. Et il y a également des zones de practice enherbées comme ici, où là, vous allez vous remettre dans des situations plus proches de celles du fairway. Et on peut également mettre le R10 à cet endroit-là, sachant qu'il va y avoir quelques petites contraintes. Alors pour le mettre en place, c'est relativement simple. Vous venez le placer à 1m80, 2m40 derrière la zone d'impact de la balle. Il faut être assez précis parce que sinon ça va pouvoir un petit peu fausser certaines données. Pour cela, soit vous avez un mètre ruban et ça vous permet en fait de venir directement mesurer, soit vous avez des baguettes d'alignement. Vous connaissez la longueur, vous faites une marque sur la seconde par exemple si c'est un peu trop long et vous pouvez le mettre comme ça sans aucun problème. Vous avez la mire, la petite ligne rouge que je vous ai montré tout à l'heure. Et là le but c'est de venir s'aligner avec l'endroit, la zone où vous voulez tirer et la balle en fait doit être sur cette ligne. Là par exemple, je l'ai mis de façon à ce qu'il soit vers le panneau du 100 mètres et ainsi je tirerai vers le panneau du 100 mètres. Tout simplement. Ça se met très simplement en place et c'est parti. Pour la partie sur herbe, c'est la même chose, sauf que l'alignement sera un petit peu plus difficile. Après, le problème de la partie sur herbe, c'est que forcément quand vous allez jouer, vous allez faire des divots, comme ici. Donc, ça veut dire que vous allez devoir bouger la balle. Et si vous bougez la balle, vous allez perdre en alignement et les données vont être faussées. Si vous vous décalez un peu trop sur la gauche, sur la droite, vous ne jouez pas non plus dans l'alignement que vous avez déterminé au début. Et puis le R10 va vous dire que vous tirez à 15 mètres à gauche, 15 mètres à droite. Donc il va un peu se perdre par rapport à ça. C'est inhérent au jeu sur herbe en fait. Voilà, j'avais essayé de l'utiliser pour faire un simulateur de parcours en me disant je vais être dans les vraies conditions d'un terrain. Et puis au final, je me rendais compte que ça marchait pas du tout à cause de ça, parce que je devais me déplacer d'un côté, de l'autre, etc. Et puis au final, mes coups n'étaient notés comme partant n'importe où, alors que pourtant, j'ai tapé pas plus mal que d'habitude. Il faut donc privilégier une utilisation sur les tapis de practice. Donc pour faire du practice, vous sélectionnez practice, le type de practice que vous voulez, distance, précision, etc. Et vous venez mettre en place le R10 en mesurant vraiment la distance entre le tee et le R10 pour pouvoir avoir des données relativement précises. Et une fois que cela a été fait, quand vous allez taper, vous avez ce type d'information avec le schéma du tir que vous avez fait, vision du tee shot ou sur le dessus, avec la distance totale, la distance au carry et la déviation. Et en allant dans les paramètres, les champs de données par exemple, vous avez un certain nombre d'infos, comme en plus le backspin, la rotation horizontale, vous avez également l'angle avec lequel vous avez tapé, l'apex, c'est-à-dire la hauteur maximale. Et vous avez également un graphique avec la façon dont vous avez tapé avec la face du club, le chemin de club, etc. Donc ça c'est franchement très très intéressant. Vous avez également la lecture vidéo de votre swing avec l'abonnement Garmin Golf comme on l'a vu tout à l'heure. Donc c'est bien quand même pour voir à quoi ressemble votre swing de manière générale. Tout à l'heure c'était avec un driver, là c'est avec un fer 5. Vous voyez que c'est pas tout à fait le même et on va voir également que les métriques pour le coup sont aussi différentes. Bon, là, je vais moins loin, je suis pas très bon avec le fer 5. La déviation elle est pas mauvaise. On voit que le carry est à 166, la distance sociale 177, le backspin est plus important bien entendu qu'avec un driver, ce qui est normal. Donc on voit que les informations sont quand même relativement représentatives et logiques. Et pareil avec le schéma, avec la façon dont je suis venu taper sur la balle. Si vous voulez faire une session de golf, une simulation de golf, vous venez choisir votre simulation de golf. Avec l'abonnement Garmin Golf, c'est Home Tee Hero qui est offert. Enfin offert, vous payez, mais bon, vous pouvez l'utiliser. Vous allez choisir le golf sur lequel vous voulez jouer, avec qui vous voulez jouer. Vous pouvez être jusqu'à 4 personnes, les départs, et là encore, la distance de votre R10, et c'est parti. Donc, c'est plutôt sympa, attention à bien le prendre en main, c'est comme un jeu vidéo, il faut savoir comment ça se comporte et après vous pouvez vous amuser. Vous voyez le tee 1 par exemple, là j'ai mis le golf sur lequel je joue habituellement et la représentation est plutôt pas mal. Bon, effectivement il n'y a pas les dénivelés, les choses comme ça se voit moins bien, les petits cours d'eau, il y a un petit rue tout au bout qui ne se voit pas, mais voilà. Donc là j'ai accéléré, on ne va pas faire les 9 trous x 2 qu'il y a sur ce parcours.
mais vous voyez que ça marche bien. Attention par contre, hein, comme je disais tout à l'heure, là j'étais sur l'herbe, donc je me décalais parce que je faisais des divots. Résultat, à chaque fois ça me disait vous envoyez à gauche, ce qui n'est pas forcément le cas. Et là je vais vous montrer quelque chose. Si par exemple vous faites un mauvais coup, comme ici, voilà, j'ai fait exprès, vous pouvez faire un mulligan, vous récupérez la balle et vous recommencez. Regardez, on va en faire un autre. Là, boum, je fais un mulligan et là, je peux rejouer. Donc, ça veut dire que quand vous jouez comme ça, vous pouvez quand même vous amuser et pas faire une carte à plus 80 parce que vous n'arrivez pas franchement à voir comment est-ce qu'il se comporte. Et une fois que vous avez fait comme ça une carte, un jeu en simulation, ça va apparaître dans votre carte de score en tant que simulation, bien sûr, et vous avez accès à tous les coups que vous avez joués. Pour la partie practice, vous avez par session une liste des coups par club avec les distances moyennes, minimales, etc. Et pareil, coup par coup, avec un peu plus d'informations, le carry, les déviations, etc., etc. Vous avez vu qu'au niveau d'utilisation, c'est très simple concernant la mise en place et que vous pouvez à la fois faire vraiment du practice de base, on va dire, avec un driving range où là, vous allez plutôt vérifier bien la régularité des coups, votre distance, les backspins, etc. Mais vous pouvez également, avec d'autres types de practice, comme la vallée verte, l'archipel ou le ruisseau tortueux, et bien là, plutôt travailler sur les approches et sur les distances. On est vraiment sur la précision dans ce cas-là, avec des espèces de petits greens en île ou des choses comme ça. Donc ça, c'est franchement plutôt sympa. Il y a également, comme vous l'avez vu, ça c'est franchement bien, et bien des parties de golf virtuelles. Attention, par contre, il faut bien prendre le coup. C'est pas toujours facile à prendre en main. C'est un peu comme un jeu vidéo, en fait. Il faut savoir comment ça fonctionne, et à partir de là, après, vous pouvez jouer sans aucun souci. Donc si on regarde les informations qui sont données par le R10 après chaque session de practice, vous allez avoir dans un premier temps des informations club par club, avec pour chacun de vos clubs le nombre de coups que vous avez frappé pendant la session, les distances maximales que vous avez fait avec le club, toutes sessions confondues, la distance minimale et la distance moyenne. Et il y a également la distance moyenne au carry, donc c'est-à-dire vous avez deux distances, celle avec la roule de la balle et celle en tombée de balle. Les joueurs confirmés sont plutôt intéressés par la distance de tombée de balle. Quand vous avez besoin de passer un obstacle, de même si vous cherchez à atteindre le green et à vous arrêter sur le green, c'est celle-ci qu'il vous faut. La distance totale, elle, va plutôt être pour les coups sur fairway, de manière générale. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est un parfait outil en complément avec des montres de suivi de golf comme la S70 ou la Vivo Active 5 qui va vous donner les distances au mât par exemple. Quand vous descendez ensuite sur les différents coups que vous avez joués, vous allez voir les statistiques coup par coup qui vont être un petit peu différentes. Vous aurez la distance au carry, la distance totale, mais également la déviation au carry et la déviation totale. Alors qu'est-ce que c'est? Quand vous allez taper, la balle va soit partir droite, à gauche ou à droite. Et cette déviation peut varier entre le moment où elle tombe et le moment où elle a fini de rouler. Si vous avez un effet, par exemple dans la balle, si vous slicez, la balle non seulement va partir sur la droite, mais en plus va rouler sur la droite. Donc vous allez avoir une déviation au carry qui va être moins importante que la déviation totale. A l'inverse, si vous mettez un effet, elle peut avoir une déviation au carry qui va ensuite s'amenuiser au fur et à mesure que la balle va rouler. Ça c'est important parce que ça va vous donner des informations sur le type de frappe que vous avez fait. Soit un push, soit c'est que vous êtes mal aligné, elle est partie complètement à droite ou à gauche, soit potentiellement c'est que vous avez un effet qui n'est pas voulu ou un effet voulu. Et ensuite, coup par coup, comme on l'a vu, vous allez avoir des champs de données. Ces champs de données sont relativement importants. Il y a 20 métriques qui vont être suivies. Il y a la distance totale et la distance au carry qu'on a déjà vu. Les distances de déviation totale et au carry qu'on a déjà vu également. Il y a aussi les vitesses de la tête du club. Donc c'est la vitesse du club à l'impact avec la balle. Donc ça c'est quand même important de le connaître, c'est une vitesse en km/h. Plus vous allez avoir un swing lent, plus il va falloir avoir un shaft souple pour pouvoir venir fouetter la balle plus efficacement et vous faire gagner la distance. A l'inverse, si vous avez un swing rapide, il va falloir un shaft rigide pour justement éviter d'avoir trop de décalage entre votre geste et la tête du club. Vous avez également la vitesse de la balle au départ, km/h là encore. Là aussi c'est intéressant parce que plus la balle va partir vite, plus en général elle va aller loin. Vous avez l'angle du tir, donc c'est un angle de décollage de la balle par rapport au sol.
Vous avez la direction du tir en degrés, donc là c'est l'angle de départ de la balle par rapport à la ligne d'alignement. Donc c'est suivi avec un D ou un G, droite ou gauche en fonction de où va partir la balle. Il y a également l'angle de la face du club. C'est l'angle vers lequel la face du club est dirigée par rapport à la ligne cible, donc par rapport à la balle. Donc là encore, droite ou gauche, en fonction de d'où est alignée la tête du club. Donc ça va vous donner une idée si vous avez plutôt une face de club qui est square, qui est ouverte ou qui est fermée, ce qui peut potentiellement générer des effets, ou voire même des effets néfastes comme des slices ou des hooks. Vous avez l'angle de chemin du club, donc c'est l'angle de la trajectoire du club lorsque vous descendez au moment de l'impact. Donc là, ça va vous permettre de voir si vous avez plutôt un chemin intérieur-extérieur ou extérieur-intérieur. Donc si c'est extérieur-intérieur, vous aurez tendance à slicer et on cherche plutôt à avoir en général un chemin intérieur-extérieur, pas non plus trop prononcé, sinon on va potentiellement faire du hook. Il a la vitesse de rotation verticale, donc c'est le backspin. C'est ce que recherchent les bons joueurs parce que avec un backspin important, la balle va s'arrêter beaucoup plus vite sur le green en général. Vous avez également la vitesse de rotation horizontale, donc là c'est le side spin. Et ça peut démontrer, si vous mettez beaucoup trop d'effets sur la droite ou sur la gauche, que vous avez plutôt une tendance à slicer ou à hooker. Si par contre c'est modéré, c'est que vous faites potentiellement plutôt un fade ou un draw. La hauteur du point le plus haut, c'est l'apex, c'est la hauteur de la balle pour aller à son maximum. Donc l'angle d'attaque, c'est l'angle avec lequel vous venez taper la balle en vertical, si on compare avec l'équateur. Si vous avez un angle qui est négatif, vous avez tendance à venir taper la balle quand vous descendez, et là ça vous allez bien la compresser. C'est ce qu'on recherche avec les fers, et c'est ce qui va donner du backspin. Alors qu'avec les drives, on va plutôt chercher à avoir un angle positif, c'est-à-dire que vous allez plutôt prendre la balle par-dessous, et donc vous allez la faire monter, la faire lever pour l'envoyer potentiellement plus loin. Il y a la déviation au carry et la déviation totale en degrés, donc ça c'est à mettre en relation avec les déviations en mètres qu'on a vu tout à l'heure, mais certains préfèrent les degrés que les mètres. Vous avez également l'angle de la tête du club par rapport au chemin de club, donc là ça vous donnera également plus l'information de voir si vous avez vraiment une tendance à jouer avec une tête fermée, une tête ouverte ou une tête square. Vous pouvez avoir un grip fort, mais au final avec votre angle et votre descente de club, vous arrivez square à l'impact. Vous avez le smash factor. Le smash factor, c'est le rapport entre la vitesse du club et la vitesse de la balle. Ça va de 0,81 à 1,5. Plus vous êtes proche de 1,5, plus vous allez venir compacter la balle, plus vous allez venir taper fort dans la balle et elle va aller plus loin. Et l'axe de rotation de la balle en degrés, ça vous donne une idée de la déviation pendant le vol de balle. Cette métrique est relativement intéressante. On a pu comparer par exemple des clubs entre eux. Si vous avez par exemple un lob wedge de 60 degrés, on était à peu près à 7000 rotations par minute en backspin, alors qu'avec un sand wedge à 56, on était à 5000 rotations par minute. On voit quand même qu'il y a une grosse différence, mais au niveau de la vitesse du club, on était quasiment identique. Le smash factor était à peu de choses près lui aussi identique. Ça veut dire que le loft du club a vraiment un réel impact sur le backspin, sur la distance, sur la hauteur aussi potentiellement. Et donc à partir de là, ça veut dire que les métriques qui sont suivies sont totalement cohérentes. Pareil, on a testé deux clubs différents. On a pris un fer 8 d'il y a 15 ans, Mizuno MP62 pour ceux qui connaissent, donc plutôt une semi-lame. Et puis un club plus récent, un TaylorMade M4, un fer 8 là aussi, avec un centre de gravité abaissé pour pouvoir potentiellement monter un peu plus la balle. Et là aussi, on voit des différences relativement intéressantes. L'ancien club a un carry de 120 mètres, le nouveau a un carry de 131 mètres. La vitesse de club et la vitesse de la balle sont à peu de choses près identiques. Le smash factor également, il n'y a pas de différence significative. Là où il y a pas mal de changements, c'est le backspin qui est de 6300 avec l'ancien club et qui passe à 3600 avec le nouveau, donc quasiment divisé par deux, ce qui est quand même énorme. Et pourquoi? En regardant les lofts des clubs, on se rend compte qu'en 15 ans, les lofts se sont relativement fermés et que le loft d'un fer 7 avant correspond quasiment à celui d'un fer 9 de maintenant, presque pour exagérer. Et donc forcément, plus de backspin, une balle qui monte également plus haut, parce qu'elle est montée à 25 mètres en apex avec l'ancien, monte à 20 mètres avec le nouveau. Et le R10 permet de démontrer tout ça. Les nouveaux clubs annoncent un side spin beaucoup plus faible qu'avant, et effectivement on est passé de 253 à 28. On peut dire que le R10 a permis de démontrer à la fois ce qui est annoncé par les nouveaux clubs, c'est-à-dire une balle qui monte plus, une balle qui va plus droit, mais aussi qu'on a des lofts qui sont beaucoup plus fermés qu'avant. Donc ça veut dire que les informations sont non seulement cohérentes, mais aussi répétables. Alors, est-ce que c'est parfait à ce niveau-là? Non.
parce que on a pu voir quand même un certain nombre de défauts. Le premier, ce sont les déviations horizontales. Il faut vraiment faire attention à la façon dont vous vous placez au niveau de la balle et également à la ligne de visée. Si vous n'êtes pas tout à fait dans l'axe, si vous l'avez mal mis dès le début, vous allez avoir des coups, on va vous dire que vous avez défié à 15-20 mètres à droite ou à gauche, alors que sur le principe, non, c'est pas le cas. Voilà. Et il y a également aussi le fait que même de temps en temps, des coups qui semblent partir plutôt bien sont notés comme ayant fortement dévié. Mais ça, par contre, ça peut être dû à deux choses. Le premier, c'est que en fonction des balles que vous utilisez, en fait, les mesures vont nettement varier. Si vous avez par exemple des balles de practice qui sont un peu usées, où les alvéoles sont plus vraiment marquées, eh bien on a remarqué que c'est là où potentiellement vous avez le plus de défaillance. Ce qui semble à peu près logique, parce que le radar doit bien se baser pour quelque chose, pour mesurer les rotations, pour mesurer tout ça. Donc c'est pour ça que si vous l'utilisez en intérieur, il faut plutôt utiliser des balles neuves, voire même des balles RCT qui sont faites exprès pour les trackers. L'autre point, c'est que si vous faites des balles punchées, des balles relativement basses et fortes, il y a également de grandes chances que les mesures soient totalement dans les choux. Ça va vous dire que la balle a fait 10 mètres alors qu'elle est partie peut-être à 120 mètres, on y roulait sur un tiers de la distance. Mais là, le système ne les détecte pas, ou très mal. L'autre point également qu'on a pu voir, c'est que quand vous faites des effets, des draws, des fades, etc., le graphique qui va vous montrer le coup, la courbe en fait que vous avez, eh bien, ça va vous montrer une ligne droite en fait. On a l'impression que ça prend pas et que ça ne démontre pas physiquement au final les effets que vous pouvez appliquer sur vos balles. Et ça, c'est dommage parce que avoir une vraie courbe qui montre une trajectoire de hook, de fade, de draw ou autre est quand même bien plus instructif qu'avoir des lignes droites où on a l'impression qu'à chaque fois on fait des push par exemple ou des balles droites comme des I mais qui partent de côté. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faudrait améliorer. Si on parle des autres modes de jeu, et en particulier le mode Home Hero, ça c'est franchement bien. Vous installez le R10 comme vous ferez un practice. À chaque balle que vous tapez, en fait, vous jouez un coup sur un parcours virtuel. Prenez bien en compte les points négatifs qu'on a dit tout à l'heure, en particulier l'alignement, parce que ça peut vite devenir compliqué si vous êtes mal aligné, ou si le R10 considère que vous êtes mal aligné. Et puis également au niveau des approches, c'est parfois un petit peu difficile. Il faut vraiment réussir à doser, et le dosage n'est pas forcément le dosage réel que vous faites sur votre coup. C'est comme un jeu vidéo en fait, il faut savoir comment se comporte le jeu et ensuite vous allez adapter votre façon de faire. Mais sur le principe, c'est plutôt bien et on passe de bons moments. En plus, j'ai pu comparer avec le parcours sur lequel je joue habituellement et les données sont relativement conformes. Si par contre vous jouez sur herbe, là ça peut vite devenir très compliqué parce que vous allez forcément vous décaler en fonction des niveaux que vous allez faire et là par contre vous allez voir que ça vous met des déviations qui sont fausses. Alors, en conclusion du test de ce Garmin Approach R10, eh bien écoutez, c'est une excellente surprise. C'est un produit qui est très très compact, comme vous pouvez le voir, qui peut être utilisé partout, à l'intérieur, à l'extérieur, chez vous, sur le practice sur tapis, practice sur herbe. Franchement, c'est nickel. On a pu voir que les métriques suivies, il y en a plus d'une vingtaine, sont vraiment représentatives et puis vont réellement vous apporter quelque chose en tant que joueur. On l'a fait essayer à différentes personnes, dont à des pros qui ont comparé les métriques données par le R10 avec leurs propres statistiques. Parce qu'un pro, en général, connaît par cœur son swing, ils connaissent par cœur leur distance au carry, leur backspin, leur vitesse de club et de balle, le smash factor également, et ils ont confirmé que les données qui sont remontées par le R10 sont tout à fait cohérentes avec ce dont ils ont l'habitude. Il n'y a rien à dire, ça veut dire qu'on a des valeurs qui sont précises, répétables et représentatives. Donc ça c'est très bien. Par contre, là où ça pêche un petit peu, ça va être sur les déviations qui sont à notre sens l'un des aspects négatifs de ce produit. Ça veut dire que si vous mettez pas bien le R10 dans l'alignement, vous allez avoir des balles qu'on va vous noter comme partant à gauche, à droite et c'est pas forcément le cas. Ou du moins des valeurs qui vont être un peu exacerbées. Également, attention au type de balles que vous utilisez, en particulier si elles sont usées ou pas. Et à certains coups, comme des coups relativement bas, punchés, des balles tendues, qui là vont être relativement mal analysées, voire pas analysées du tout. Mais hormis ces points-là, pour un appareil portable à ce prix-là, c'est un vrai plaisir et si vous l'essayez, c'est franchement l'adopter. En plus, il y a un aspect ludique où vous pouvez jouer jusqu'à 4 personnes sur des simulations de golf, sur les golfs du monde entier. Vous avez également, si vous souhaitez, la possibilité de jouer à d'autres applications tierces. Franchement, c'est nickel. Attention par contre, il faut encore payer un abonnement Garmin Golf pour pouvoir utiliser Home Hero par exemple, ou pour pouvoir archiver vos swings de golf en vidéo. En version gratuite, vous avez la fonction Practice avec les 4 types de practice différents qui vont vous permettre de travailler votre régularité et votre précision. Donc au final, c'est un excellent produit pour un prix somme toute relativement accessible pour ce type d'appareil.
hein. Certains sont 30 fois plus chers. Au niveau rapport qualité-prix, il n'y a strictement rien à dire. Et ça va peut-être vous réconcilier avec les radars. J'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également retrouver les tests plus complets de ce produit sur notre site internet www.lesalexiens.fr. Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux. A bientôt!